Comme ça. Alors bonjour tout le monde, je suis ravi. En principe c'est un cours de droit administratif, mais vous voyez je suis très bien entouré. Et donc comme prévu à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, nous avons voulu, mes collègues et moi-même, organiser une conférence justement pour parler à la fois de la loi Asile, mais surtout parler de la décision du Conseil constitutionnel. Et c'est organisé par ma chère collègue Lola Isidro, à qui je vais donner, si c'est comme toi, qui a organisé la conférence, et je vous donne tout de suite la parole pour qu'elle vous présente la conférence. Et ensuite, on donnera la parole à monsieur pour qu'il vous évoque une conférence demain, c'est ça ? Une réunion de discussion publique. Une réunion discussion publique. Bonne conférence. Bonjour, je vais quand même essayer d'utiliser le micro parce que j'ai une petite toi, voix. C'est moi. Voilà. Merci. On est content de vous voir nombreux et nombreuses. Merci d'être venus pour vous informer et échanger sur cette loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dite loi immigration ou encore loi asile-immigration. On oublie parfois qu'il y a un gros volet asile et qui est d'ailleurs entré, dont les dispositions sont restées dans la loi, on y reviendra. Une loi qui a heurté de nombreux collègues enseignants et enseignantes-chercheurs de l'UFR de droit et sciences politiques. Un certain nombre d'entre nous, et mon collègue Thibaut Mullier y reviendra, avons participé à la rédaction de contributions extérieures adressées au Conseil constitutionnel. Pourquoi cette loi nous a heurtés ? Pourquoi on est un certain nombre à avoir participé à ce travail de contribution extérieure ? Eh bien parce que cette loi nous a donc heurtés aussi bien au regard des conditions dans lesquelles elle a été adoptée qu'au regard de ces dispositions qui, pour un grand nombre, portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux protégés en principe par notre Constitution. Et donc, nous avons eu l'idée de faire cette conférence, une conférence citoyenne, voilà, pour à la fois vous transmettre un certain nombre d'informations et ouvrir le débat avec vous, étudiants, étudiantes, personnel de l'Université Paris-Nanterre. Je vais alors passer d'abord la parole à un de vos camarades qui va vous annoncer une conférence et ensuite je reprendrai juste le micro pour annoncer un petit peu le déroulé de la conférence. On m'entend bien ? Bonjour, moi je m'appelle Pierre, je suis président de l'association citoyenne Alternative Nanterre. On s'est créé il y a un an pour essayer un peu de réorganiser le campus. On a 3 axes, la représentation en instance, l'animation du campus et un volet plus citoyen de discussion et de conférence publique. Et c'est par rapport à ça que je vais vous parler aujourd'hui. Cette question de la loi immigration, c'est quelque chose qui est dans nos têtes depuis un moment. Et par exemple, nous, on s'était mobilisés pour organiser une conférence sur la question de la marche du 23 septembre avec une députée qui s'appelle Rachel Keke, pour justement essayer de lier ce monde universitaire et ses aspects plus citoyens et civiques. Aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier où il y a cette loi immigration qui est passée de la manière qu'on connaît, qui a été retoquée en partie par le Conseil constitutionnel. Et merci à nos professeurs de nous en expliquer davantage. Mais ça se fait dans un contexte plus général où je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi l'actualité de la Cour internationale de justice qui a rendu son verdict par rapport à la situation en Palestine. Et aujourd'hui, on a une actualité sociale qui est un peu chargée avec la mobilisation des agriculteurs. C'est dans ce contexte-là que nous, on pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe par rapport à cette loi immigration et quelque chose qui aujourd'hui mérite d'être en discuté. Alors cette conférence est très bien parce que ça va nous donner beaucoup d'éléments explicatifs sur le contexte. Mais aujourd'hui, il y a dans beaucoup d'universités la question, une discussion parmi les étudiants de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en pense. Il y a eu beaucoup de réunions, notamment à Paris, à Tours, à Grenoble, à Besançon, à Strasbourg, justement sur comment est-ce que nous, étudiants, on est touchés par l'impact citoyen de cette loi immigration. Et c'est pour en discuter et voir et échanger autour de ça et ce qu'on peut faire que nous, avec l'Alternative Nanterre, on vous propose une réunion de discussion publique qui aura lieu demain en local 105 de la Maison des étudiants, au premier étage. Donc je vous invite tous à y participer et à y venir. Et merci beaucoup de votre attention. Alors j'ajoute sur le contenu de cette conférence débat, nous n'avons pas de prétention à l'exhaustivité aujourd'hui, parce que déjà l'ampleur de la loi fait qu'en réalité il nous faudrait bien plus d'1h30 pour en discuter dans son ensemble, et aussi parce que précisément cette conférence s'inscrit dans la continuité de ces contributions extérieures à la thématique en fait,
auquel nous avons participé. Et donc, on abordera différents thèmes et différentes dispositions de la loi en fonction de nos domaines de prédilection. Vous savez, on est tous enseignants, chercheurs en droit, mais spécialisés chacun dans différents domaines. Je vais passer le micro pour commencer à Thibaut Mullier, maître de conférence en droit public, très connu, une star, qui va nous présenter le contexte de la loi, ce travail de contribution extérieure et la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue le 25 janvier 2024. Merci Lola. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence. Je suis ravi de vous voir si nombreux pour une loi que je qualifierais volontiers d'inique. Et je vais vous proposer un propos introductif en 3 temps, un petit rappel sur les conditions un peu particulières dans lesquelles cette loi a été discutée et adoptée. Ensuite, la décision en elle-même, mais sur un aspect essentiel, et des réflexions en guise de... Je vais vous poser des questions plutôt que d'y répondre. Le contexte de l'adoption, d'abord. Donc, c'est un projet de loi qui est dans les tuyaux du ministère de l'Intérieur depuis 2-3 ans. Donc, on savait qu'il allait arriver un jour ou l'autre. Et c'est donc un projet de loi d'initiative gouvernementale qui a été rédigé et qui a eu, ce n'est pas une particularité, mais qui a été déposé en première lecture et devant la première assemblée qui était le Sénat. À l'occasion de ce dépôt-là, il y a eu une large réécriture, on pourrait dire, par l'intermédiaire de la prérogative d'amendement qui est à disposition aussi des parlementaires, et là en l'occurrence des sénateurs, et d'un projet de loi initial qui était de près de 30 articles. On est passé à un projet de loi qui a été amendé très très largement à près de 90 articles. Ce qui fait que par voie de conséquence, ça aura un impact et une influence sur la suite et aussi sur la décision du Conseil constitutionnel. Amendements qui ont été pour l'essentiel adoptés, souvent avec l'accord du gouvernement, ou en tout cas une relative neutralité se remettant à la sagesse des sénateurs. Et puis, pour celles et ceux, c'est-à-dire tout le monde, qui ont suivi un cours de droit constitutionnel, ici j'espère, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un bicamérisme en France, et donc quand une chambre s'est prononcée, la navette s'ouvre et on passe à la deuxième chambre. La deuxième chambre, c'était l'Assemblée nationale, qui a eu la particularité, mais vous le verrez quand vous ferez le bon choix, c'est-à-dire que vous choisirez le droit public et que vous suivrez un cours de droit parlementaire, vous verrez en Master 1 qu'il y a certaines subtilités de la procédure parlementaire, et notamment le fait, pour les députés ou les sénateurs, mais en l'occurrence c'était les députés, de discuter, de préparer le texte en commission, et puis au moment de l'arrivée en ce qu'on appelle la séance publique, c'est-à-dire où les députés dans leur entièreté sont réunis en hémicycle, il y a la possibilité, dans une certaine mesure, d'adopter des motions dites de renvoi, et parmi lesquelles la motion de rejet préalable, qui consiste non pas, comme on a pu entendre dans le discours politique, un déni de démocratie ou un refus de débattre, c'est simplement le signal, en tout cas en théorie, que les députés refusent de discuter du texte en l'état. Il y a eu une petite particularité, c'est qu'il y a eu des alliances entre différents groupes d'opposition qui manifestement ne voteront pas dans le même sens aux prochaines élections, mais toujours est-il que l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en séance sur ce texte-là, puisque avant même de commencer à discuter, elle venait d'adopter une motion dite de rejet préalable. 2023, c'était quand même une année où on a découvert plein de choses qu'on voit à peine en droit constitutionnel avec la loi retraite et cela. Et la nouveauté, c'était donc la motion de rejet préalable. Et une autre nouveauté, mais que vous connaissez toutes et tous, j'espère, c'est la fameuse CMP. Étant donné que les deux chambres avaient au moins été saisies, le gouvernement a pris la décision de demander une sorte de réunion pour faire le point entre sénateurs et députés avec la commission mixte paritaire. C'est-à-dire essayer de trouver un consensus entre des représentants de chacune des deux chambres. Avec une particularité, c'est que sous la Ve République, la commission mixte paritaire, c'est sans doute le seul endroit où, normalement, l'exécutif n'a pas le droit d'entrer. C'est le cas physiquement,
mais n'a pas le droit aussi de s'immiscer dans les travaux de cette commission mixte paritaire qui a vocation à essayer de se mettre d'accord pour faire adopter, en tout cas pour essayer de convaincre ensuite l'ensemble des deux chambres que ce potentiel accord pourrait faire l'objet d'un vote dans les mêmes thèmes dans chacune des deux chambres. Et ça a réussi. Il y a eu une sorte d'accord au prix d'une réécriture du projet de loi qui, en fait, correspondait à la version quasiment adoptée en première lecture au Sénat, avec quand même des immixtions qui sont plus ou moins étayées par la presse, de la part du gouvernement de Madame Borne, on l'embrasse, et de Monsieur Emmanuel Macron, qui aurait passé un certain nombre de coups de téléphone, notamment au leader de la majorité, les Républicains, au Sénat. Et puis, finalement, en quelques heures, la CMP se met d'accord après une journée de tractation et de pause, et puis les deux chambres se prononcent en faveur de ce projet de loi largement amendé. J'insiste parce que je vais y revenir. Et avec une particularité, sauf erreur inédite sous la Ve République, c'est que vous avez une majorité, et notamment le premier d'entre eux, Emmanuel Macron, mais aussi son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et Madame Borne, qui ont appelé donc à voter en faveur de ce texte, tout en disant, le jour même, le lendemain ou quelques jours après, on sait qu'il y a un certain nombre de dispositions dans ce texte, déjà qu'on n'est pas vraiment d'accord, mais bon, peu importe, mais surtout, on sait qu'elles sont inconformes par rapport à la Constitution. Chose très intéressante, puisqu'on a un gouvernement qui appelle à voter un texte inconstitutionnel. Et vous vous rappelez de votre fin de deuxième semestre de première année de droit constitue, où la loi exprime la volonté générale, certes, mais que dans le respect de la Constitution. Et le président de la République, accessoirement, est garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et garant de la Constitution, ce qui fait qu'on a une majorité qui appelle à voter en partie un texte inconforme à la Constitution, alors que le gouvernement, vous le savez, dispose de un certain nombre de moyens pour amender un projet de loi qui serait potentiellement inconforme à la Constitution. Et de là, la loi est adoptée, mais tout de suite, il y a une saisine. Tout de suite, quelques jours après, il y a une saisine au titre de l'article 61 de la Constitution. Saisine de la part de 60 députés, au moins, et 60 sénateurs ensuite, ainsi que du président de la République lui-même et de la présidente de l'Assemblée nationale, qui vise à interroger la conformité de ce texte de loi à la Constitution. Et c'est là qu'un mois s'ouvre où un certain nombre d'universitaires, certains ici en ont fait partie, ont rédigé pendant les vacances de Noël, parce que ça détend, des contributions extérieures. C'est-à-dire que nous n'étions pas des saisissants, nous n'avons pas les moyens en soi de dire au Conseil constitutionnel, nous on reproche à tel article d'être inconforme pour telle raison. On a juste les moyens, sans assurance que ce soit lu et entendu, qu'un certain nombre d'arguments de fond puissent aider à la réflexion, emporter la conviction, que sais-je, du Conseil constitutionnel. Et finalement, pendant un mois, le Conseil constitutionnel a instruit ce dossier pour rendre la décision qui a été rendue jeudi dernier, 16h30. Avec une particularité, parce que M. Darmanin a quelques lacunes en droit, mais vous l'avez déjà constaté, et il en a encore montré tout son talent jeudi dernier. Il a dit que l'ensemble de la loi a été déclaré conforme à la Constitution. En fait, non. Le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur les griefs, les reproches qui ont été faits par les saisissants à cette loi votée, et éventuellement a soulevé d'office un certain nombre d'éléments, assez peu, de cavaliers législatifs. Et bref, deuxième temps, il a rendu donc sa décision de censure dite partielle, c'est-à-dire que, une partie de la loi a été déclarée non conforme à la Constitution, et une autre a été soit déclarée conforme à la Constitution, soit n'a pas fait l'objet de contrôle, ce qui ouvrira la possibilité de demander, si les conditions de la question prioritaire de constitutionnalité sont satisfaites, de contrôler a posteriori, mais je ne vous apprends rien, toutes les dispositions qui n'auraient pas fait l'objet d'un contrôle. Avec quelque chose d'intéressant dans sa décision, mais qui n'est pas une nouveauté, c'est qu'il a censuré un certain nombre de dispositions, non pas pour un motif de fond, mais pour un motif dit de procédure, avec ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. Sur les 86 articles, 32 articles ont été censurés totalement ou partiellement, et au nom du fait que c'était des cavaliers législatifs.
Un cavalier législatif, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle, quand vous amendez un texte en cours de discussion, ce qui avait été le cas en l'espèce, eh bien, si on estime que l'amendement qui est discuté, adopté en séance, par exemple, ne dispose pas d'un lien suffisant. L'article 45 de la Constitution parle d'un lien suffisant, d'un lien même indirect. Il faut qu'il y ait un lien même indirect avec le projet de loi initial qui avait été déposé dans la première chambre saisie. Eh bien, si il n'y a pas de lien même indirect avec ce projet de loi initial, alors le Conseil constitutionnel nous dit dans ce communiqué de presse, il apprécie ces amendements et éventuellement il peut les censurer pour inconformité à la Constitution. Et c'est ce qu'il a fait. Il a très régulièrement, en fait pour 32 cavaliers, 30 qui faisaient l'objet d'un grief avancé par les saisissants et 2 qu'il a soulevé lui-même, il l'a soulevé d'office, eh bien, il a estimé que, en fait, un certain nombre d'amendements sénatoriaux avaient été adjoints au projet de loi, mais mes collègues y reviendront plus par thématique, je dirais, ont amendé ce projet de loi avec des dispositions qui n'ont pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial. Pourquoi on a ce genre de jurisprudence? Alors, ce n'est pas une nouveauté, les cavaliers dits législatifs, c'est quelque chose qui est relativement constant dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, dans sa communication, qui était un bel exercice d'autolégitimation, eh bien, il a insisté sur cette jurisprudence constante. Mais c'est l'idée selon laquelle, eh bien, on ne peut pas, si vous avez un projet de loi sur la régulation des matchs de foot, eh bien, vous ne pouvez pas faire un amendement qui concerne le handball, champion d'Europe. Mais toujours est-il que c'est toujours à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Et donc ça, il y a eu un certain nombre de discussions sur est-ce que finalement ces amendements n'ont pas de lien suffisant avec le projet de loi. On pourrait toujours en discuter. Mais toujours est-il que c'est une jurisprudence relativement constante du Conseil constitutionnel et qui l'a amené à censurer à peu près un tiers du texte, à côté de 2 censures au fond sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Ce qui fait qu'il y a bien eu censure du Conseil constitutionnel, partielle certes, mais censure. On entend dans le discours médiatique, notamment de la part d'une ancienne membre du Conseil constitutionnel, qui passait hier à 18h30 en Société sur France 5, eh bien dire qu'il n'y avait pas eu d'inconformité, quelque chose comme ça, je ne la cite pas mot à mot. Il y a bien eu inconformité, mais pour un motif procédural. Ça permet quoi? Ça permet au Conseil constitutionnel eh bien, de se sortir d'une situation un peu difficile, parce qu'on avait finalement une majorité qui a accepté de faire voter un texte qu'il savait en grande partie inconforme à la Constitution, sans eh bien, se mettre à dos la majorité, la majorité sénatoriale des LR, bref, en faisant adopter avec le soutien des LR et du Front National eh bien, cette loi, et puis en refilant le bébé au Conseil constitutionnel, dans une forme d'instrumentalisation du Conseil constitutionnel qui en soi est discutable. Et le Conseil, de manière assez habituelle, il a évité, par ce motif de censure procédurale, eh bien, de se prononcer au fond. Ce qui fait que par voie de conséquence, et mes collègues vont vous en parler dans 3-4 minutes, eh bien, par voie de conséquence, le Conseil constitutionnel censure, certes, mais il ne vous dit pas si le fait d'avoir une caution retour pour les étudiants, c'est conforme ou pas au principe d'égalité de traitement, par exemple. Il ne vous dit pas si conditionné à un délai de 30 mois si on est affilié à un régime de sécurité sociale ou de 5 ans si on ne l'est pas parce qu'on n'a pas d'activité professionnelle, il ne vous dit pas si l'accès à un certain nombre de prestations sociales non contributives est conforme ou pas à la Constitution sur le fond. Parce que ça porte atteinte à l'alinéa 11 du préambule de 46, au principe d'égalité, au principe de fraternité. Ça, il ne vous le dit pas. Et lisez la décision, elle est très brève, elle fait à peine 52 pages. Eh bien, vous constaterez qu'il censure pour motif de cavalier législatif, c'est le jargon, mais il précise bien que ça n'obère pas ma position que je pourrais donner si, dans l'avenir, il y avait un nouveau projet ou une nouvelle proposition de loi qui réintégrait tous ces articles. Donc, vigilance. Mais c'est intéressant parce que cette censure procédurale, elle permet quand même au Conseil constitutionnel, je l'ai dit, de
de ne pas aller sur un terrain plus de fond, éviter des critiques assez récurrentes à l'endroit d'un juge constitutionnel, mais pour autant, les Républicains et le Front National ne s'en sont pas privés. Vous avez sans doute entendu depuis jeudi dernier un certain nombre de critiques. Gouvernement des juges, coup d'État institutionnel, coup de force à la suite de cette décision. Vous avez même entendu une partie de la gauche être soulagée, voire satisfaite de la décision. Dans les deux cas, il y a un problème. Il y a un problème de dire que c'est un coup d'État institutionnel, en suivant un cours de polémologie ou en ouvrant simplement des définitions un peu rigoureuses. Bon, on écarte l'argument. Coup de force, pareil. Gouvernement des juges, pareil. C'est discutable dans le sens où, finalement, le Conseil constitutionnel a tenu une position peu courageuse à mon sens, mais ça c'est un avis personnel, mais n'a censuré que pour un motif procédural. Il ne s'est pas prononcé au fond. Est-ce qu'il y a un gouvernement des juges quand, finalement, vous ne prenez pas position sur les questions plus de fond? On pourrait déjà le discuter, mais je ne suis pas assez spécialiste pour ça, j'ai des collègues bien plus compétents ici. Mais est-ce que c'est un coup de force? Non. C'est simplement un juge qui, ô combien dysfonctionnel, le critiquer, notamment à l'université, mais pas remettre en cause l'intérêt même d'un juge constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel, j'espère que vous avez compris qu'il était suffisamment dysfonctionnel et qu'il fallait le critiquer. Bref. Mais toujours est-il que coup de force, coup d'État, non. On le saisit, on fait des reproches à la loi, il se prononce dessus. Vous avez même entendu un certain nombre de responsables politiques dire qu'il faut faire un référendum sur l'immigration. Bon, c'est quelqu'un qui manifestement ne sait pas lire l'article 11. On ne peut pas faire de référendum, sauf à violer la Constitution, mais peut-être que c'était un appel implicite à la violer. Un référendum législatif sur une question liée aux migrations, à l'asile, bref, à l'immigration de manière très large. C'est pas très rigoureux ce que je viens de dire. Mais toujours est-il que vous avez aussi entendu le besoin de réviser la Constitution. Mais c'est sans objet. Le Conseil, à aucun moment, vous dit oui, la caution retour, ce sera impossible. C'est contraire à tel principe garanti par la Constitution. Non, il y a juste une censure procédurale. Donc appeler à une révision constitutionnelle, c'est un peu rapide. C'est-à-dire, grosso modo, faire ce qu'on appelle un lit de justice. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel nous empêche de légiférer sur telle question, révisons la Constitution pour contourner cette décision. C'est sans objet. Bref. J'en termine par là. On a donc une décision qui est essentiellement censurée pour un motif procédural. Est-ce qu'il faut s'en réjouir comme l'autre partie, l'échiquier politique? Bon, vous êtes à l'université, vous êtes là pour apprendre à critiquer. Et il faut critiquer. Et là, il y a des éléments de critique à faire. On a un Conseil constitutionnel qui, dans une certaine mesure, certes, censure un tiers de cette loi, mais il censure pour un motif procédural, il ne se prononce pas au fond, je l'ai déjà dit. Et on constate, mais c'est une vieille pratique du Conseil constitutionnel, une certaine bienveillance à l'égard de l'exécutif. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 6-7 mois, la décision sur les retraites. Le nombre d'arguments qu'il y a eu pour des manquements de la part du gouvernement dans le cadre de l'élaboration de la procédure de la loi. 47-1, 49.3, 44 alinéa 2, 44 alinéa 3. Vous vous en souvenez, ça rappelle des bons souvenirs. Et le Conseil constitutionnel dit oui, c'est vrai, bon, il y a même des ministres qui ont menti à la représentation nationale, mais c'est pas grave, finalement, on l'a discuté. Je censure pas. Et vous avez 6-7 mois après, là, des parlementaires qui, amendent. Certes, le lien peut toujours être discuté, tout est objet d'appréciation, d'interprétation. Et là, censure assez rude. Mais au moins, ça lui permet de ne pas se prononcer sur le fond et de ne pas rentrer dans un discours, encore plus dans les critiques du gouvernement des juges. Mais il faudra que vous la lisiez, cette décision, et puis on en reparlera avec les L1 CMA, s'ils sont là, on les salue, bientôt, tous les vendredis jusqu'à fin mars. Mais toujours est-il que soyons vigilants sur le contenu de cette loi, elle pourrait revenir par d'autres projets ou propositions de loi, peut-être pas dans les prochaines semaines, mais aussi soyons vigilants à l'égard d'un discours. Et là, je me fais le porte-voix d'une collègue que vous verrez en vidéo, mais qui avait fait une vidéo trop longue, donc on l'a un peu coupée, mais vous la connaissez toutes et tous, Véronique Champaille-Desplats. Et elle dit qu'il faut être vigilant à l'égard de ce discours contre le juge constitutionnel,
Il faut critiquer le Conseil constitutionnel, mais le discours contre le principe même, il faut y réfléchir. Tous ces discours illibéraux que vous avez vus dans certains pays d'Occident notamment et aussi au Brésil, eh bien, un discours qui vise à dire le juge nous embête, soit on change ses règles de fonctionnement, soit on s'en passe. Et ça, l'université publique et quasiment gratuite, je l'espère encore quelques années, eh bien, doit vous donner les clés, et à travers ce débat, doit vous donner des clés pour critiquer ce genre de discours inquiétant. Merci à toutes et à tous, j'ai été trop long. Alors, on va revenir sur quelques-uns de ces cavaliers législatifs, puisque vous l'aurez compris, le débat n'est pas clos sur ces sujets-là, à commencer par les dispositions qui concernaient les étudiants étrangers. Dans ce lieu, nous apparaissait évidemment opportun et logique de commencer par ceci. Autre cavalier, autre dispositions qui ont été considérées comme des cavaliers législatifs, c'est les dispositions relatives à la protection sociale, qui ont fait beaucoup parler d'elles dans les médias. Je vous rappelle le contenu de ces dispositions qui ont été évoquées déjà par Thibaut. C'est le conditionnement de l'accès aux prestations sociales, à certaines prestations sociales, en l'occurrence aux prestations familiales, aux aides au logement, à l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est l'allocation versée aux personnes âgées dépendantes, donc en perte d'autonomie, au DALO, droit au logement opposable, qui est le droit de recours ouvert aux personnes éligibles à un logement social, conditionnement de ces prestations à 5 ans de résidence régulière pour les étrangers non européens, ou à 2 ans et demi d'activité professionnelle, pour résumer. Donc s'agissant des travailleurs étrangers, conditions réduites à 3 mois concernant les allocations de logement. On a vu parler de délai de carence, avec quelques exceptions qui concernaient les bénéficiaires d'une protection internationale comme les réfugiés, les titulaires de la carte de résident, qui de toute façon, par définition, bénéficient à des étrangers qui sont en France depuis au moins 5 ans, en situation régulière, ou encore, s'agissant des allocations logement, une exception qui concernait les titulaires d'un visa étudiant. Mais donc le principe était prévu dans la loi de durcir l'accès à cette série de prestations sociales, et de manière assez importante. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 janvier, a considéré que ces dispositions constituaient un cavalier législatif. Je vous lis le tout petit extrait d'un des considérants de la décision, considérant 95, où il nous indique « Introduite en première lecture, ces dispositions relevant de la législation sociale ne présentent de lien, même indirect, avec aucune des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. » Puisqu'effectivement, alors première chose, ces dispositions n'étaient pas prévues dans le projet de loi initial. Elles ont donc été ajoutées par le Sénat. Et non seulement elles relèvent de la législation sociale, comme nous l'indique le Conseil constitutionnel, mais il faut ajouter que ces dispositions ne concourent pas du tout à maîtriser les voies d'accès au séjour et à lutter contre l'immigration irrégulière, qui était l'intitulé du titre de la loi dans lequel ces dispositions étaient intégrées. Elles concernent des étrangers, elles concernaient, puisque vous l'aurez compris, elles ont été censurées, elles concernaient des étrangers en situation régulière. Donc, il ne s'agissait pas de lutter contre l'immigration irrégulière ou encore de diminuer l'immigration, puisqu'elle s'adressait à des personnes déjà là, en situation régulière, je le redis. Et bien sûr, ces dispositions n'amélioraient pas l'intégration, au contraire, qui était donc l'autre grand objet de la loi. Au contraire, elles constituaient un facteur de précarisation et pouvaient même donner lieu à de la désintégration des étrangers. Un certain nombre d'études ont été publiées entre l'adoption de la loi et la décision, notamment un rapport produit par le collectif Nos Services Publics, qui montre à quel point appliquer ces dispositions aurait plongé un certain nombre de personnes étrangères dans une situation de précarité, voire de grande précarité. Donc ces dispositions n'existent plus. Mais dans la suite du propos de Thibaut, pourquoi on peut certes être soulagé 2 minutes que ces dispositions aient disparu, mais quand même regretter qu'il n'y ait pas eu de censure sur le fond, qu'il n'y ait pas eu un débat sur le fond à propos de ces dispositions. Eh bien parce qu'on aurait aimé voir le Conseil constitutionnel rejeter la préférence nationale.
formule de préférence nationale niée par Gérald Darmanin, niée par Emmanuel Macron, mais pourtant préférence nationale dont se sont revendiqués, formule dont se sont revendiqués ceux qui la défendent. Et je m'excuse de faire résonner les propos de Marine Le Pen dans cet amphithéâtre, mais il me semble assez explicite à la sortie de l'hémicycle de l'Assemblée nationale après l'adoption de la loi. Elle a dit « On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisqu'est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à des conditions certes pas assez sévères à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. » Alors, elle n'utilise pas l'expression préférence nationale, elle parle de priorité nationale, mais c'est synonyme probablement que priorité objective, un petit peu plus la formule, priorité, préférence, voilà, il y a quelque chose de plus objectif. Mais il est bien question de préférence nationale et Marine Le Pen, ici, s'en réjouit que la loi ait prévu des dispositions qui consacrent cette préférence nationale. Expression qui date de 85, mais dont l'idée est plus ancienne et qui renvoie à un imaginaire de l'extrême droite, à cette idée que être trop généreux, et j'ai envie de dire en fait en termes juridiques, prévoir l'égalité des droits en matière de protection sociale, créerait un appel d'air, donc c'est-à-dire inciterait les personnes étrangères à venir en France et à profiter et à abuser des prestations sociales, appel d'air qui conduirait à un envahissement de la France et au grand remplacement. On est donc dans vraiment la rhétorique de l'extrême droite. Alors la préférence nationale au sens strict, ce serait conditionner l'accès aux prestations sociales à la possession de la nationalité française. Et c'est ce que souhaite le Rassemblement national, puisque dans l'extrait de son propos que j'ai cité, elle se réjouit des conditions qui étaient prévues, mais qui ne sont pas assez sévères à son goût néanmoins. La condition de nationalité en matière de protection sociale, elle est clairement inconstitutionnelle. Elle a été censurée par le Conseil en 1990 dans une décision importante où le Conseil a considéré qu'on ne pouvait pas écarter du bénéfice de prestations sociales les étrangers pour ce qu'ils sont, à savoir des personnes qui n'ont pas la nationalité française, et ce, quelle que soit la nature des prestations, qu'il s'agisse de prestations de sécurité sociale, de prestations d'aide sociale, de prestations contributives, c'est-à-dire financées par des cotisations sociales, ou encore de prestations non contributives, c'est-à-dire des prestations financées par des impôts. Il a considéré qu'une condition de nationalité, et donc la préférence nationale au sens strict, n'était pas conforme au principe constitutionnel d'égalité. Et il a ajouté en 1993 que les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu'ils résident régulièrement sur le territoire français. Les conditions qui étaient prévues dans la loi, c'est ce qui se rapproche le plus en fait de cette préférence nationale qui, elle, a été considérée comme inconstitutionnelle. C'est ce qui s'en rapproche le plus parce que ces conditions, elles poursuivent la même fonction que la condition de nationalité, à savoir exclure les étrangers du bénéfice de prestations pour ce qu'ils sont ou encore ce qu'on présume qu'ils sont, à savoir des individus en situation instable, des immigrés permanents qui devraient toujours faire la preuve qu'ils sont bien insérés et intégrés en France. Et c'est donc pour écarter en fait ce type de discours qu'une censure sur le fond aurait été souhaitable. Elle aurait été souhaitable du fait donc de la limite qu'a bien rappelé Thibault du cavalier législatif, à savoir que ces dispositions, certes, on ne devrait pas les voir revenir à court terme, mais elles pourraient tout à fait revenir dans d'autres véhicules législatifs, dans une autre loi concernant les étrangers, et où elles seraient prévues dès le début, ou encore dans une loi de financement de la sécurité sociale, puisqu'il est question de prestations prévues par le Code de la sécurité sociale, notamment. Et pourquoi il aurait été souhaitable aussi que ces dispositions soient censurées sur le fond, qu'on entende le Conseil au fond sur ces questions-là, parce que, au risque de vous choquer, la préférence nationale existe déjà, en fait. En France, on a des prestations sociales
dont l'accès est largement restreint pour les étrangers. Je vise 2 prestations sociales importantes qui sont le RSA, le revenu de solidarité active, et l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le RSA, c'est le revenu minimum d'existence qui est octroyé aux personnes dans la grande précarité. Ce RSA, il est conditionné pour les étrangers à une condition de possession depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Donc peu ou prou, c'est la même condition qu'on a retrouvée dans la loi adoptée le 19 décembre 2023. Cette condition applicable aux étrangers non européens, pour les Européens, la condition est ramenée à 3 mois, a été étudiée, analysée, contrôlée par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une QPC, au terme de laquelle il a considéré que cette condition ne portait pas atteinte au principe d'égalité entre Français et étrangers, parce que, selon lui, cette condition se justifie par l'objet du RSA, en tout cas l'objet qui l'identifie, lui, à savoir la réinsertion professionnelle. Il dit, puisque le RSA poursuit un objectif de réinsertion professionnelle, l'idée ce n'est pas de passer sa vie au RSA, eh bien il est légitime de vérifier que les étrangers sont dans une situation stable en France, ce qui est attesté par la possession depuis un certain nombre d'années d'un titre de séjour autorisant à travailler. Mais dans cette décision, il ne s'est pas prononcé sur la longueur, sur 5 ans. Donc il s'est arrêté un petit peu au milieu du gué. Cet argument, ça aurait été difficile pour le Conseil de le réutiliser parce que les prestations sociales, l'allocation personnalisée d'autonomie, les allocations logement ne poursuivent pas un objectif de réinsertion professionnelle. Donc il n'aurait pas pu utiliser cet argument et donc on aurait aimé l'entendre étudier l'atteinte au principe d'égalité au sujet de ces prestations-là. Il y a une autre prestation qui est aussi, dont l'accès est très limité pour les étrangers, c'est donc l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Si vous voulez, l'ASPA, c'est l'équivalent du RSA pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées qui ont une toute petite retraite ou qui n'ont pas de retraite. C'est donc là aussi un revenu minimum. Et actuellement, l'accès à l'ASPA pour les étrangers non européens est conditionné à la possession depuis 10 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'a pas fait l'objet d'un contrôle constitutionnel. La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC sur ces dispositions-là, considérant que, mais n'allant pas au bout de son contrôle, considérant que cette condition pouvait se justifier au regard de la solidarité nationale, dans une conception très restrictive de la solidarité nationale. Voilà, donc je ne veux pas être trop longue. Il y avait énormément d'arguments pour contester ces dispositions. Le principe d'égalité entre Français et étrangers, mais aussi entre étrangers, notamment entre inactifs, entre guillemets, et travailleurs. Elles étaient contestables sur le fondement des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et plus largement sur les principes de fraternité et de dignité. Et voilà, il faut, mot de fin, rester par conséquent vigilant sur cette question-là. Je vais maintenant passer la parole à Marjolaine. J'essaye de faire vite pour qu'on est là. Marjolaine Recati, maîtresse de conférence en droit privé, moi aussi privée d'ailleurs, à l'Université Paris-Nanterre, ça se voit pas peut-être, qui va nous parler d'un autre cavalier, d'autres dispositions considérées comme des cavaliers. Oui, alors merci Lola. Moi j'aimerais évoquer 2 choses effectivement, des dispositions qui m'avaient particulièrement heurté dans la loi et sur lesquelles nous avions donc rédigé cette porte étroite, c'est cette porte étroite qu'on avait appelée un peu la porte étroite famille. En réalité, ces dispositions, il y en avait une qui touchait au regroupement familial et l'autre au conjoint français. Alors le regroupement familial, c'est ce qui permet aux étrangers qui sont en situation régulière en France d'être rejoints par leurs conjoints et leurs enfants mineurs. Et ce droit, il n'est pas inconditionnel, il est déjà encadré dans la loi. Il faut 18 mois de présence régulière, il faut des revenus suffisants qui sont évalués sur les 12 derniers mois, il faut un logement adapté pour soi et sa famille, y compris quand on réside à Paris ou en région parisienne. Et donc,
ce droit, il a été restreint considérablement avec un amendement, pareil, par voie d'amendement comme ça lors du débat, en disant dorénavant, il faudra avoir 21 ans pour pouvoir demander le regroupement familial et il faudra avoir 21 ans pour pouvoir en bénéficier. Alors pourquoi ? Nulle autre explication logique sinon celle de restreindre l'immigration, mais à l'heure actuelle, c'est ouvert aux personnes majeures, donc au-delà de 18 ans. Pourquoi est-ce que si vous avez 18 ans, vous ne pouvez pas faire venir votre conjoint de 18 ans ? Pourquoi si vous avez 21 ans et que votre conjoint en a 18, vous devez attendre 3 ans avant de pouvoir faire une demande de regroupement familial, alors même que vous remplissez les autres conditions par ailleurs ? Si vous avez des enfants, vous devez attendre tout ça. Donc, ça, c'était la première disposition. La deuxième, c'était sur les conjoints de Français. Les conjoints de Français disaient, on va aligner le statut des conjoints de Français sur celui des bénéficiaires de regroupement familial. Mais on ne va quand même pas poser des exigences sur les Français, Françaises eux-mêmes, parce que quand même, ça va un peu à l'encontre de cette préférence nationale. Donc, on va faire peser les conditions du demandeur au regroupement familial sur les bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est aux conjoints de Français d'apporter la preuve de ressources suffisantes d'un logement adéquat pour rejoindre leur conjoint français en France. Et donc là, il y avait en plus une inégalité de traitement évidente entre ces conjoints de Français et les bénéficiaires du regroupement familial, puisque les conjoints bénéficiaires du regroupement familial n'ont pas apporté la preuve de telle condition en fait sur le demandeur. Alors, le Conseil constitutionnel a écarté ces dispositions et c'est heureux, il les a écartées en disant que c'était des cavaliers législatifs. Alors là, un peu moins règle dans le cas, on est sur du contrôle de l'immigration, donc on pourrait penser que ça a un lien avec la loi en général, mais si on regarde la motivation du Conseil constitutionnel, il a pris article par article les différentes dispositions du projet de loi et a dit, bon, il y en a une, c'est sur la condition d'un niveau minimal de français pour l'obtention de carte de séjour pluriannuelle. Il y en a un autre article, c'est sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention de talent aux étrangers travaillant dans un métier en pension. Il y en a un autre article, c'est pour les professionnels de santé. Ces différents articles n'ont absolument rien à voir, en effet, avec la procédure d'introduction du regroupement familial, avec les droits accordés aux conjoints de Français. Mais il n'en demeure pas moins qu'on aurait aimé aussi ici entendre le Conseil se prononcer sur le fond, la conformité à la Constitution de telles dispositions, notamment au regard du droit de mener une vie familiale normale, qui est un principe constitutionnel, sur le principe d'égalité, puisqu'on l'a rappelé, le seul fait d'être étranger ne justifie pas la rupture d'égalité, la différence de traitement. Donc, on aurait bien aimé avoir un débat sur le fond. On n'est pas à l'abri d'ailleurs que ces dispositions soient réintroduites dans une autre loi qui portera spécifiquement sur ce sujet. À suivre. L'idée, ce serait aussi de voir auquel cas si quelque chose pourrait être fait en question prioritaire du constitutionnel. Voilà, donc je voulais juste évoquer rapidement ces dispositions. Et merci. On finira sur les études. Oui, alors après ces quelques cavaliers, il y en avait d'autres, donc une trentaine. On va quand même revenir sur ce qui reste, sur ce qui reste dans la loi, à commencer par, avec deux gros blocs, les dispositions sur l'asile et celles sur la régularisation des travailleurs sans papier qui avaient été largement annoncées au début des débats et qui ressort de la loi dans une version, pauvre version, sur l'asile. Rebonjour, j'espère que je suis plus clair en tenant le micro éloigné, ça va ? Bon, moi j'aimerais vous parler de l'asile et du droit d'asile en particulier. Il y a quelques dispositions dans la loi qui l'évoquent.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense que c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, c'est que le droit d'asile, il ne faut surtout pas confondre ce corpus normatif avec ce qu'on appelle le droit des étrangers. Tout ce qu'on vient voir sur les OQTF, le titre de séjour, etc., ça, c'est le droit des étrangers. En matière de droit d'asile, la logique est quelque peu différente, même très différente, parce qu'ici, l'enjeu, c'est de protéger des personnes qui font une demande d'asile en France, et on les protège lorsqu'il y a un risque pour eux, en cas de retour dans leur pays d'origine, un risque de persécution pour des motifs qui sont protégés par une convention qui est très très importante, c'est la Convention de Genève de 1951. Cette Convention de Genève, elle est assurée en droit français par différentes dispositions du CESEDA, donc le Code de l'entrée de séjour et de droit d'asile, etc., et aussi par des normes constitutionnelles. Comment ça se passe très rapidement, parce que je pense que vous ne pouvez pas comprendre sinon, c'est que quand une personne fait une demande d'asile en France, quand elle arrive sur le territoire de manière régulière ou irrégulière, et souvent de manière irrégulière, elle fait une demande en préfecture et ensuite sa demande elle est très rapidement traitée par un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Intérieur qu'on appelle l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Eux, ils traitent leurs demandes des personnes eu égard au récit qui est présenté par la personne, et ce sont des récits de vie, des parcours d'asile et d'exil, de personnes qui expliquent pourquoi elles sont parties de leur pays et pourquoi elles ont besoin d'être protégées lorsqu'elles arrivent sur le territoire français. Et ce sont des motifs qui sont des motifs liés, entre guillemets, à la race, évidemment, il faut pas prendre ça au pied de la lettre, des motifs, entre guillemets, c'est des motifs ethniques, des motifs liés à la nationalité, des motifs liés à la religion, motifs politiques, et ce qu'on appelle aussi un motif qui est très important, c'est le groupe social, etc. Mais vous comprenez que le traitement d'une demande d'asile est un traitement qui est très compliqué, parce qu'il s'agit finalement d'entremêler des données personnelles liées à la personne, des données géopolitiques liées au pays dont la personne a la nationalité, et des données qui sont aussi liées à l'état du droit du pays d'origine. Et donc, c'est un contentieux qui est très très complexe. Ensuite, ce qui se passe, c'est lorsque cette personne, ce qui arrive très souvent, sa demande est rejetée par l'OFPRA, elle peut faire un recours. Et elle fait un recours contre une juridiction, devant une juridiction administrative spécialisée qu'on appelle la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Cette juridiction, donc elle fait du plein contentieux, comme on dit, c'est qu'elle retraite la demande directement au jour d'aujourd'hui. C'est un titologique que je dis, mais ça permet d'appréhender vraiment la situation de la personne. Je vous pose la question, est-ce que vous-même, si vous êtes avocate ou avocat, vous aimeriez que votre demande soit traitée directement par un juge unique? Est-ce que vous n'aurez pas une préférence à ce que votre recours que vous faites pour vous ou pour une autre personne soit traité par une formation collégiale, c'est-à-dire au minimum 3 juges? Vous direz essentiellement oui, parce que la formation collégiale, elle est quand même plus ou moins le garant d'une justice de qualité. Il y a une discussion, il y a des délibérations entre les différents membres de la juridiction. Et donc, c'est vrai que ce qu'on entend, nous, pour des ressortissants français, que ce soit en pénal, en droit administratif, en droit privé, on pense qu'au nom de la qualité de la justice, on devrait avoir les mêmes exigences juridictionnelles pour les étrangers et pour surtout ceux qui font une demande d'asile. Or, la loi, celle qui actuellement qu'on discute, a introduit une disposition par son article 70 qui consiste à généraliser le juge unique au sein de la CNDA. C'est-à-dire que maintenant, les demandes d'asile seront en principe traitées par un juge unique, qui sera un magistrat, généralement un magistrat administratif, accompagné d'un rapporteur en présence du requérant avec son avocate ou son avocat, alors qu'auparavant, le principe du traitement des demandes d'asile devant la CNDA était des formations collégiales. Formation collégiale qui était composée d'un magistrat professionnel, généralement administratif, judiciaire et voire même membre de la Cour des comptes. Et ce magistrat était accompagné par 2 assesseurs, un nommé par le Conseil d'État. Attention, ce n'est pas un conseiller d'État, c'est une personne qui sont généralement des anciens hauts fonctionnaires, des membres du ministère des Affaires étrangères, etc., qui sont nommés par le Conseil d'État. Et l'autre assesseur était une personne qui est nommée par un organe de l'ONU, qui est le Haut Commissariat des réfugiés. C'est d'ailleurs une particularité franco-française de voir quand même qu'un membre au sein d'une juridiction française est nommé par une organisation internationale. Et donc, il y a une discussion qui se fait entre ces différents membres pour chaque demande d'asile qui est effectuée, chaque recours devant la CNDA. Le problème, c'est que les auteurs de la contribution extérieure, de la porte étroite, comme a été dit par mon cher collègue, ont porté l'idée, en tout cas plusieurs idées, mais en tout cas la principale, était de dire qu'il y avait une atteinte à plusieurs principes constitutionnels, et déjà que ce serait l'occasion pour le Conseil constitutionnel de consacrer le principe constitutionnel de collégialité au sein des juridictions, et pas seulement au sein des juridictions administratives.
L'occasion a été manquée, le Conseil n'a pas du tout évoqué cette question. Il a traité uniquement la question sous l'angle du principe de discrimination et de la rupture d'égalité. En somme, il s'est posé la question, est-ce que s'il y a une différence entre un traitement qui est en collégial et celle qui est en juge unique, est-ce que ça porte une atteinte au principe d'égalité? Et la réponse, elle était très lacunaire de la part du Conseil constitutionnel. Non, il n'y a pas de discrimination parce que dans tous les cas, le président ou de la formation de jugement ou le président de la CNDA a la possibilité de renvoyer en collégial. Donc vous comprenez que désormais la logique, c'est juge unique, principe. Et lorsque l'affaire présente une certaine complexité, sachant qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc là aussi, il y avait un autre argument constitutionnel qui a été invoqué devant le Conseil, et de dire qu'il y a aussi un principe, en tout cas une atteinte au principe d'intelligibilité de la loi, dans la mesure où le législateur ne définit pas véritablement ce qu'il entend par complicité de l'affaire, ou eu égard à son importance, cette affaire peut être envoyée en collégial. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'actuel président de la CNDA a annoncé et Randard, pour le citer, qu'il allait appliquer de manière, on va dire, à minima la réforme, mais rien ne dit que pour les prochaines présidences de la CNDA, la pratique sera tout autre. On peut très bien considérer que désormais, ce sera au contraire, vraiment dans des cas très 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 particuliers où la demande sera traitée en collégial, etc. Voilà. Donc vous voyez, le raisonnement du Conseil a été très minimal, c'est un euphémisme. Il y a un point aussi sur lequel je serai très rapide qui méritait sans doute des précisions de la part du Conseil constitutionnel. Alors moi je suis un peu optimiste. Je pense que le Conseil n'a pas voulu traiter la question dans le cadre de la saisine a priori pour dire ça pourra revenir en QPC. Et justement, il y a un point qui pourra sans doute revenir en QPC, c'est la question, il y a une notion qui a été introduite par la loi qu'on appelle la protection équivalente. Je m'explique très rapidement. Ça veut dire que l'OFPRA ou la CNDA peut considérer que la demande est irrecevable, donc elle n'est même pas traitée, lorsque la personne bénéficie déjà d'une protection équivalente, en termes de protection d'asile, etc. Donc ce n'est pas véritablement une protection, c'est une protection équivalente par un autre État. Par un autre État hors Union européenne. Donc la personne, par exemple, elle est passée par des parcours d'exil, en passant par certains pays, sur les routes africaines, etc. On n'imagine pas, évidemment, pour la Libye, etc. Mais d'autres pays, le Maroc, par exemple, etc. Et ces personnes auraient pu bénéficier d'une protection par ce pays. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que cette personne a un titre de séjour dans ce pays? Peut-être. Mais en tout cas, voilà, là, c'est une matière qu'on pourra développer sans doute prochainement dans le cadre d'une QPC. Voilà, c'est pour les quelques mots. Je vous remercie de votre attention. Merci Aurélien Camus, que je n'avais pas présenté, maître de conférence en droit public. Et autre sujet, autre disposition qui reste dans la loi et qui n'a même pas été contrôlée par le Conseil constitutionnel, c'est celle qui porte sur la régularisation des travailleurs sans papier. Cyril Volmar, professeur de droit privé, va nous en parler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de vous voir si nombreux. Ouais. Recule, il est fort. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pas trop près. Pas trop près. Ok. Oui, je suis très content de vous voir aussi nombreux. Je vais vous parler d'un thème qui était dans le projet de loi depuis le début, qui est la régularisation par le travail. En un mot, qu'est-ce que c'est la régularisation par le travail? C'est un travailleur sans papier qui travaille, comme beaucoup de sans-papiers, et qui, grâce à son travail, pourra obtenir un titre de séjour. Ça a l'air un peu étrange, puisque on accepte une situation qui est illégale, illicite. Ça a l'air étrange, mais depuis que le droit des étrangers existe, il y a toujours eu des régularisations et des régularisations par le travail. Alors, c'était prévu dès le début dans le projet de loi. Il s'agissait d'une régularisation par le travail pour ce qu'on appelle les métiers en tension. Qu'est-ce que ça veut dire un métier en tension? En tension, c'est un métier où il y a du chômage. Donc vous voyez que l'idée, c'est pas de régulariser les gens, les sans-papiers, sur une base humanitaire, logique de droits fondamentaux. L'idée, c'est de régulariser des gens parce qu'ils sont utiles à l'économie. Donc c'est bien une perspective utilitariste qui règne. Alors, cette régularisation par le travail, pour les métiers en tension, c'était une avancée dans le projet de loi initial. Et donc, la question que je vais me poser là en 3 minutes, c'est est-ce que c'est toujours une avancée? Alors, ça reste une petite avancée pour les travailleurs étrangers, parce que pour la première fois, pour une régularisation par le travail, ils vont pouvoir aller à la préfecture
demander un titre de séjour sans leur patron, sans être accompagnés par leur patron, sans que le patron soit là pour dire « Ok, je veux bien le garder ». Donc c'est une avancée. Mais le projet de loi a été largement durci durant les débats par la droite et l'extrême droite. Enfin, la droite classique, on va dire, historique, et l'extrême droite, pour être plus juste. Bon, il y a des conditions, il faut être en France depuis 3 ans et travailler depuis au moins 1 an. Mais la droite et l'extrême droite ont ajouté des conditions supplémentaires, notamment celle-là, je l'aime beaucoup. Il faut que l'étranger fasse preuve de son intégration, alors qu'il est sans papier, hein. Son adhésion au mode de vie, hein, ça, on ne sait jamais, et bien sûr son insertion sociale et familiale. Donc on demande à des gens qui sont dans la plus grande précarité, sans papier, de prouver leur insertion sociale et familiale. Bon, ça c'est l'ajout, un premier ajout. Et puis, deuxième ajout, c'est celui sur lequel je voudrais insister, les conditions posées par la loi, celles que je viens de vous dire. 3 ans de résidence, 1 an de travail. Ces conditions, c'est dans la loi. Elles ne sont pas opposables à l'autorité administrative. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi donne des conditions, mais elles ne sont pas opposables à l'autorité administrative. Ça veut dire que la loi donne des règles, des conditions, et puis elle dit à son principal destinataire, l'administration, c'est à eux d'appliquer la loi. Ah ben non, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le respecter. Et c'est vraiment dans la loi. On a soulevé, dans le cadre des contributions extérieures, un grief dit de non-normativité de la loi. Bah ouais, c'est une loi qui dit quelque chose, et puis il dit, oh, et puis de toute façon, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est une loi bavarde, inutile, sans substance. On appelle ça parfois, ça c'est pour vos cours de droit constitutionnel, un neutron législatif. Ça vaut rien. Un neutron législatif. Alors, on l'a soulevé, mais le Conseil constitutionnel n'a pas répondu. Donc, la loi, elle est comme ça. Elle est telle qu'elle est. Alors, qu'est-ce que ça emporte comme conséquence de dire, dans une loi, il y a des conditions, mais l'administration n'a pas à les respecter. La première conséquence, bien sûr, c'est le risque d'arbitraire. Et on peut aller un peu plus loin. La loi, elle consacre l'arbitraire de l'administration dans la régularisation. C'est-à-dire qu'elle dit, moi je donne des conditions, mais vous, administration, faites comme vous voulez. Et ça s'appelle techniquement l'arbitraire. On peut être d'ailleurs très étonné que la loi, qui historiquement est censée protéger les citoyens contre l'arbitraire, les excès du pouvoir exécutif, la loi ici vient, comme je viens de le dire, consacrer cet arbitraire. Ensuite, ça a d'autres conditions, on va dire, plus pratiques pour les étrangers. Ça veut dire qu'un étranger, il va devant l'administration. Il dit, bah moi j'ai l'impression, je remplis toutes les conditions. L'administration pourra dire, bah non, finalement, on ne vous régularise pas. D'où une grande insécurité juridique, un risque énorme de traitement différencié selon les préfectures, à Nanterre, à Marseille. Chaque préfecture aura ses pratiques. Et risque aussi, devant le juge, de ne pas pouvoir invoquer les conditions. Donc en fait, on a dans la loi un droit qui n'en est pas un. Malheureusement, ce grief que je trouvais très sérieux, personnellement, ce grief que je trouvais très sérieux n'a même pas été examiné par le Conseil constitutionnel. Voilà, j'en dis pas plus sur cette régularisation par le travail, pour laisser justement un peu de place peut-être à la discussion. Et je sais... Juste d'un mot, on devait vous diffuser une vidéo de Véronique Champeil sur les 3 articles qui étaient relatifs aux étudiants. On vous la transmettra par cours en ligne ou par le mail à destination de l'ensemble des étudiants de l'UFR. C'est 11 minutes de bonheur à écouter et je vous conseille, je vous invite à l'écouter. Mais d'un mot, on avait 3 dispositions relatives aux étudiants qui ont toutes été censurées pour cavalier législatif. Et donc on n'a pas de réponse sur la question de savoir est-ce que quand un étranger arrive sur le territoire national pour faire ses études supérieures, et il devrait verser une caution dite retour, c'est-à-dire on donne un petit billet et puis quand on a terminé nos études, on est censé le récupérer. La deuxième disposition, c'était une disposition relative à
l'étudiant étranger doit justifier du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études. Qui va étudier cela? Qu'est-ce que ça veut dire réel et sérieux? Surtout quand on arrive dans un pays et 1-2 mois après, eh bien, on doit déjà commencer des enseignements qui ne sont pas dans sa langue natale. Et la troisième disposition, c'était relative à une majoration des frais d'inscription, dans la suite de ce que vous avez entendu avec l'indescriptible Madame Frédérique Vidal sur la majoration des frais d'inscription avec Bienvenue en France. Bon. Toutes ces dispositions, on ne sait pas si elles portent atteinte au principe d'égalité de traitement ou à d'autres dispositions garanties, enfin, droits et libertés garantis par la Constitution, en tout cas sur le fond, mais elles ont été censurées pour motif de cavalier législatif. Mais écoutez la vidéo de Véronique. Place aux questions. C'est peut-être pour réagir un petit peu, je m'appelle Héloïse, je suis étudiante en master de sociaux, je suis syndicale à l'UNEF et militante au nouveau parti anticapitaliste. Merci pour ce que vous disiez là, toutes ces informations-là. Je pense que c'est important qu'au niveau des universités, on ait des discussions sur cette loi, alors, il y a tout ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel, que vous expliquez très bien, une partie de la loi qui a été retoquée, mais en fait, un gros bout profondément dégueulasse, profondément raciste, qui est passé en réalité, et en fait, qui a un bout, y compris de l'ensemble de la politique du gouvernement en ce moment, qui est profondément réactionnaire. Et je ne sais pas si tout le monde aura écouté les annonces de Macron sur les questions de réarmement démographique, par exemple, sur, voilà, la question y compris sur la loi immigration, d'avancer main dans la main avec l'extrême droite et de renforcer l'extrême droite. En fait, c'était simplement pour agir sur ce que vous disiez, où je suis très d'accord avec tout ce que vous, en fait, dénoncez quand même en réalité par rapport à cette loi-là, et sur la question de la nécessité de se mobiliser contre cette loi. Il y a une manifestation en fait qui va avoir lieu ce dimanche, le 3 février. Je finis mon intervention, tu pourras poser une question toi si tu veux, mais je pense que c'est important d'expliquer qu'en fait on n'est pas des victimes face à ce que fait passer le gouvernement. Et tu n'es peut-être pas d'accord avec ça parce qu'en fait tu veux peut-être pas te mobiliser contre ça, mais nous on pense que c'est important et on fait partie de manifestations qui ont lieu, on y appelle, et c'était simplement pour agir. Et je pose une question, tiens, écoute bien si ça t'intéresse. Parce qu'il y a tout ce que vous disiez, la question des demandeurs d'asile, la question en fait des étudiants étrangers, y compris qui sont extrêmement précarisés, où beaucoup en fait de nos propres camarades, y compris dans nos promos, sont dans des situations extrêmement difficiles. Et en fait, avec l'UNEF, chaque année, on recense des cas de jeunes qui sont sans affectation, et beaucoup d'entre eux, c'est des étudiants étrangers qui peuvent même pas candidater à l'université, ou par exemple, toutes les L1 de l'UFR d'économie-gestion, elles sont pas ouvertes en fait aux étudiants qui sont des étudiants étrangers sur Campus France. Elles ne sont pas ouvertes. L1 EcoG, c'est pas ouvert aux étudiants étrangers sur Campus France. Et il y a une politique au niveau de l'université, de la direction de la fac, qui est de ne même pas étudier les recours gracieux des étudiants qui ont été formulés alors qu'il y a des demandeurs d'asile, des étudiants qui sont dans des situations extrêmement compliquées, où la présidence balaye et renforce la sélection, y compris discriminante et y compris en fait raciste, qu'il y a à l'université. Et en réalité, tout ça, ça fait partie d'une même logique qu'on dénonce, et on appelle à être nombreux et nombreuses dans la rue le 3 février. Merci beaucoup. Merci. S'il y a des questions ou pas forcément des questions quand même, des observations de fond, ou enfin tout sur ce qu'on a, des réactions à ce qu'on a pu. Je vais répondre à... Oui, alors sur la première question. Oui, votre camarade posait la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas dites-moi si j'ai bien compris votre question, est-ce qu'il n'y a pas un détournement de la pratique des OQTF qui se rapproche finalement du régime juridique des mesures d'expulsion? C'est ça, ok. C'est ça, on est d'accord, hein? Ok. Effectivement, les OQTF, déjà quand vous regardez les chiffres, la France est quasiment championne d'Europe de délivrance des OQTF. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas, les OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, c'est la première mesure qui place quelqu'un dans une situation d'irrégularité sur le séjour sur le territoire français. C'était une première mesure qui ensuite annonce différentes mesures qui ensuite seront prises, et notamment l'ultime, c'est des mesures dites d'expulsion. Vous regardez que notamment le taux d'effectivité des OQTF, c'est-à-dire celles vraiment qui se traduisent par des mesures d'expulsion, je crois autour de mémoire, je ne sais pas, j'ai pas en tête, mais il me semble que c'est 17%, plus ou moins. Donc ça veut dire, mais pourquoi? Alors, Darmanin notre ministre de l'Intérieur a fait tout un argumentaire en disant oui, mais il n'y a pas assez de respect des OQTF. Oui, non, le problème n'est pas qu'il n'y a pas de respect, c'est qu'il y a trop d'OQTF.
C'est-à-dire qu'il y a plein de situations, il y a de nombreuses situations qui auraient pu être tout simplement régularisables par les préfectures, mais la politique actuelle, c'est de délivrer à outrance des OQTF, et donc on place des personnes dans une situation de précarité, d'irrégularité, et donc il y a effectivement aussi des problèmes d'effectivité de ces mesures. L'autre point aussi qui est très intéressant, c'est qu'on a constaté aussi une montée en puissance, mais ça, c'est pas lié à la loi, on constatait déjà le fait dans des circulaires de Darmanin il y a quelques années, qui avait aussi un motif qui était très important, qui était désormais très souvent invoqué dans le cadre des OQTF, c'est le motif lié à l'ordre public. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, et qui est évoqué par vos camarades, lorsqu'une personne est considérée comme présentant une menace grave à la sûreté de l'État, à la sécurité et à l'ordre public, il fait l'objet d'une OQTF, et après il y a tout un enchaînement qui est prévu par le CESEDA, on peut le mettre directement en CRA, c'est-à-dire en centre de rétention administrative, et ce placement en CRA précède une mesure d'expulsion définitive, et la personne peut même faire l'objet d'une interdiction de rentrer sur le territoire français. Et donc tout ça montre bien que ça va être déjà en place, mais la loi n'aura finalement comme principal effet d'accélérer ce mouvement, parce que justement, comme dit Darmanin, il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Et donc les méchants, ce sont ceux qui présentent des menaces à la République. Alors par rapport aux pratiques, vous verrez que justement, très souvent on s'appuyait sur une condamnation pénale pour pouvoir caractériser cette menace, mais maintenant la loi ouvre la possibilité de se détacher et dire qu'une personne, eu égard à son comportement, pas forcément en lien avec une condamnation pénale, peut présenter une menace à la République et donc faire l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là, il y a une question. Est-ce que vous pourriez préciser en fait c'est quoi l'élément de référence quand on apprécie si un article est ou non un cavalier législatif? Est-ce qu'on doit se rapporter à l'esprit du projet de loi? Est-ce qu'on se rapporte à la disposition en particulier? Ou une loi qui est déposée en première séance? Est-ce qu'on peut juste préciser un peu la Répète la question, peut-être. Oui, alors la question de votre camarade, c'est est-ce qu'il y a finalement, pour évaluer le caractère de cavalier législatif, est-ce qu'il y a finalement une référence, un référentiel, c'est ça? En gros, le Conseil constitutionnel a été, peut-être c'est là où l'une des rares qualités de cette décision, c'est qu'il a, dès le début de sa décision, il a plusieurs paragraphes qui rappellent en fait eh bien, le contenu du projet de loi initial. Ce qui fait que la référence objectivable, c'est bien le projet de loi initial. Sauf erreur de ma part, il n'évoque que les articles du projet de loi initial, il n'évoque pas l'exposé des motifs. Mais c'est-à-dire que finalement, le Conseil constitutionnel va évaluer les amendements qui ont été adoptés, notamment par les sénateurs, par rapport à ces articles du projet de loi initial, et pas uniquement par rapport, ne serait-ce que par exemple, l'intitulé de la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. On a vite entendu dans le discours médiatique et politique c'est pas normal, finalement, la question du regroupement familial a été déclarée cavalier législatif alors que ça a à voir avec la problématique liée à l'immigration. Donc la référence objectivable, ça va être le projet de loi initial. Ensuite, il le dit, mais vous êtes dans une université, vous avez de grands spécialistes de la question, eh bien, il y a un travail d'interprétation qui va être fait de la part du Conseil. Il va évaluer si, finalement, par rapport à ce référentiel, eh bien, il y a ou pas un lien, même indirect, entre l'amendement et le projet de loi initial. Et là, il peut y avoir une discussion sur comment il a évalué cela. Mais toujours est-il que il y a une part objectivable, le projet de loi initial, et ensuite son travail d'interprétation, si je puis dire, qui en est fait. Voilà. Monsieur? Jamais. La motivation? La motivation de la loi? Qui s'y colle? Ouais. Bon, Bon, le projet de loi initial, il est plutôt lié, sauf erreur, à des raisons électoralistes, mais
mais de façon de dire on peut avoir une jambe gauche et une jambe droite quand on est dans cette majorité, c'est-à-dire un volet intégration assez limité et un volet plus répressif, mais qui concernait au départ plutôt des dispositions liées à l'immigration irrégulière et à l'asile. Parce que vous avez dans le discours politique, notamment de M. Macron, une confusion qui est faite entre la problématique de l'asile et la problématique plus large de migration de caractère, par exemple, économique. Et ensuite, il y a des considérations encore plus électoralistes de la part de la majorité, la majorité sénatoriale, lapsus, mais des LR qui ont voulu faire leur course. C'est-à-dire, ils étaient dans le rapport de force, ils étaient dans une situation favorable, et donc ils ont intégré tout ce qu'ils voulaient. Mais l'exposé des motifs, si vous voulez une explication, une motivation un peu élégante, entre guillemets, c'est pas... lisez de manière générale dans tout projet de loi, l'exposé des motifs, c'est un peu avant les articles d'un projet ou d'une proposition de loi, c'est les éléments plus de généraux, mais aussi de motivation politique qu'il y a derrière tout projet ou proposition. Est-ce que vous pourriez repréciser les problèmes de séparation des pouvoirs qu'il y a eu dans l'élaboration de la loi et puis le vote? Vous voyez dans le sujet, mais ne semble pas que nous sommes par la suite. Ok. Je vais prendre plusieurs questions. Il y avait une autre main, messieurs. Là, il y a un étudiant qui voudrait faire une intervention. Okay. Venez. Il en ressort de vos propos à des égards un appel à la vigilance. S'il vous plaît, votre camarade pose une question. Je disais, il en ressort de vos propos à des égards un appel à la vigilance par rapport à la décision du Conseil constitutionnel. Et ce que j'aimerais savoir ici, que reprochez-vous in concreto au Conseil constitutionnel par rapport à sa décision? Vous avez certainement évoqué quelques points en filigrane, mais que reprochez-vous concrètement à la décision? Puisque vous faites un appel à la vigilance, ce qui suppose que la décision en soi n'est pas satisfaisante. Donc il y a certainement des points auxquels vous pensez que il n'aurait pas dû, ou bien il aurait dû réfléchir. Merci. Monsieur? Oui, bonjour. Moi j'ai une question de procédure pour ce que j'ai compris. Pour les futurs procès, est-ce que le conseiller d'État, la Cour de cassation, pourra refuser certaines QPC, par exemple, par rapport au juge unique justement de la Cour d'asile? Imaginons qu'il y ait une QPC sur le droit au respect à un procès équitable. Est-ce que le fait que le Conseil constitutionnel a répondu en expliquant que le juge unique pourra toujours renvoyer à une formation collégiale? Ok, merci, on a compris la question. On va y répondre. C'est une question pertinente. Une petite intervention rapide. Ok. Après, je réponds. Ok, bonjour. Donc, désolé, j'avais pas prévu d'intervenir avant, donc j'espère que je vais pas être trop décousu. Donc moi, je me présente, je suis salarié sur l'université, mais j'ai fait des études en démographie avant, donc ça m'intéressait de venir à un débat sur la migration. Et je pense qu'il faut aussi avoir... je pense que la conférence était très bien et tout, mais c'est important, je pense, de revenir aussi sur le contexte social et politique de la loi immigration. Donc en effet, dans les médias et dans le débat public, l'image majoritaire qui est véhiculée du migrant, c'est le migrant irrégulier, sans papier, qui vient. On a tous ces images en tête, là, des boat people qui arrivent, et on a un peu l'impression que la France, elle est envahie par les migrants, et que les migrants viennent demander de l'aide, et qu'en fait, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, quoi, vous voyez? Sauf qu'en fait, déjà, cette image de la migration, elle est profondément biaisée. Si on regarde les chiffres des enquêtes statistiques, par exemple, les migrants en situation irrégulière, ils représentent à peu près, il me semble, là j'ai plus le chiffre précis, mais c'est quelque chose comme 6% des migrants en France, dont une énorme partie qui est venue régulièrement, mais qui s'est retrouvée régularisée ensuite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut avoir, c'est que les migrants qui viennent en France, c'est beaucoup des personnes qui sont très, très, très diplômées. Donc il y a plein d'ingénieurs, il y a plein d'étudiants. Les étudiants, typiquement, c'est une migration qui est très diplômée. Et par exemple, si on regarde un chiffre, moi, qui me marque, c'est que 7% des médecins en France, c'est des Tunisiens. Donc là, quand on parle de crise des médecins et tout ça, donc l'immigration, c'est quelque chose quand même qui est assez important. Donc qu'est-ce que cette loi immigration, elle traduit sur le plan social et politique ? Elle traduit quand même un présupposé qui est bien raciste, parce que c'est pas la migration qui vient des États-Unis qui est visée, on est bien d'accord, c'est la migration qui vient d'Afrique et potentiellement d'autres pays du Sud. Et donc il faut avoir en tête que cette loi immigration, elle est raciste, et ce racisme-là, il vient pas non plus de nulle part, il vient aussi dans un contexte politique plus global de remise en question de la puissance française, de l'impérialisme français, notamment en Afrique.
Et on voit bien que ceux qui financent les discours racistes et qui sont complètement faux à tous les égards sur la migration, que ce soit ces discours sur la délinquance ou sur l'aide sociale et tout ça, en fait, c'est quand même beaucoup les chaînes à Bolloré et certainement à d'autres franges de la bourgeoisie, et qu'il faut en avoir conscience aussi, quoi. Et donc c'est pour ça, moi je vais devoir vous faire ce discours, mais en même temps, ce qui est important maintenant, c'est de se mobiliser politiquement. Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux la marche de solidarité, il y a les collectifs de sans-papiers qui luttent, et il y a d'autres personnes. Donc moi je vous invite à vous mobiliser, à vous politiser au quotidien. C'est super important, sinon on va se faire bouffer. Voilà, merci. Bien, très rapidement, pour les 3 questions de ce rang-là. Alors, sur la question du juge unique, enfin, de manière générale, toutes les dispositions qui n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution pourront, si elles remplissent les conditions, notamment qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, pourraient être susceptibles, à l'occasion d'un procès, d'être déférées à terme devant le Conseil constitutionnel. Pour ce qui est des dispositions déjà contrôlées et déjà déclarées conformes à la Constitution, ce qui est le cas, notamment pour le juge de l'asile, là, la QPC est fermée. À moins d'un changement de circonstances en droit et ou en fait, il n'y aura pas de QPC à court et moyen terme. Sur la vigilance et le contrôle du Conseil de constitutionnalité, je vais donner une réponse qui est très insatisfaisante, mais on a finalement une juridiction qui... par sa composition, ses modalités de nomination, que sais-je encore, et doit faire l'objet de critiques, étayées bien évidemment, pas gratuites, mais de critiques. Mais vigilance, je disais plutôt vigilance vis-à-vis de la suite sur le plan législatif, c'est-à-dire que dès lors que le Conseil constitutionnel a essentiellement censuré des dispositions pour un motif procédural, si ça revient sur le fond, rien n'indique qu'il va censurer pour des considérations de fond cette loi. Donc vigilance plutôt vis-à-vis d'une loi qui, par exemple, pour les 3 dispositions relatives aux étudiants étrangers, c'est des dispositions de suspicion. On suspecte que l'étudiant étranger titulaire d'un titre de séjour étudiant, eh bien, est là pour faire, enfin, ne veut pas faire ses études, il veut juste un titre de séjour. Et tout cela, vraiment, il faut être vigilant. Ensuite, la séparation des pouvoirs, encore moins satisfaisant comme réponse. Mais 2 choses. La première, c'est qu'au moment de la CMP, il y a eu des immixtions, manifestement de la part de l'exécutif, bon, qui ont été publicisées. C'est sans doute quelque chose qui arrive, mais qui ont été publicisées. Et l'autre, par exemple, il y a, sur 2 articles censurés au fond, il y en a un qui est censuré et qui renvoie de manière très large à la problématique de la séparation des pouvoirs. C'était le débat sur les quotas migratoires. Le législateur avait prévu une disposition selon laquelle eh bien, le Parlement imposait au gouvernement et au Parlement eh bien, d'inscrire à l'ordre du jour un débat sur les quotas d'immigration. Ça a été censuré parce que le Conseil constitutionnel disait, c'est le tout début de la décision, estime que le législateur ne peut pas enjoindre le Parlement et le gouvernement eh bien, à déterminer de lui-même, hors ce qui serait imposé par la Constitution elle-même, exemple les questions au gouvernement, mais il ne peut pas imposer de lui-même eh bien, le contenu de l'ordre du jour. Au titre de l'article 48 de la Constitution, c'est une compétence qui revient de manière partagée, mais de façon inégalitaire, au gouvernement et aux conférences des présidents de chacune des 2 chambres. Voilà. Il y aurait d'autres éléments, mais on fera des papiers, lisez les collègues d'ici ou d'ailleurs. Et la revue des droits de l'homme surtout. Et la revue des droits de l'homme surtout, la revue des droits de l'homme. Et n'hésitez pas à écouter la vidéo de Véronique Champey quand elle sera en ligne. Chères étudiantes, chers étudiants, chers et chers collègues, bonjour. Moi tout d'abord de ne pas être présente avec vous ce matin ou ce midi pour cette grande explication et ce grand débat autour de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Pour ma part, j'aurais aimé aborder avec vous 2 sujets. Tout d'abord, celui qui porte plus particulièrement sur les étudiants, et ensuite la question plus générale qui se pose sur les pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité des lois
et ce qui commence à devenir une petite polémique, voire une grande polémique sur le fait de savoir s'il a outrepassé ses pouvoirs, pas outrepassé ses pouvoirs, et ce qu'on peut garder pour la réflexion à venir, sans moi, puisque précisément je serai à distance, mais en tout cas je serai friande d'avoir des conséquences de ce débat. Alors pour les étudiants, finalement ça peut aller assez vite compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel. Que prévoyait la loi? Initialement, la loi ne prévoyait rien du tout, puisque les étudiants n'étaient pas concernés par le projet de loi initial. En revanche, eh bien, la question des étudiants est arrivée pendant les débats au Sénat, où 3 dispositions ont été introduites, principalement 3 dispositions concernant les étudiants. La première disposition prévoyait un renforcement du contrôle du sérieux des études effectuées par les étudiants étrangers. Tous les ans, il aurait fallu pouvoir apporter la preuve ou les éléments de ce sérieux des études. Alors, un petit commentaire. Il faut savoir que cette demande du caractère sérieux des études existe déjà, mais le contrôle est minime et arrive souvent, en tout cas est souvent demandé au moment des renouvellements de titres de séjour, mais qui peuvent être pluriannuels pour les étudiants, alors que là, eh bien, tous les ans, il aurait fallu montrer que ce caractère sérieux était bien réel. Le problème que posait la disposition, c'est qu'elle était très floue sur le fait de savoir qui allait procéder à ce contrôle, les autorités préfectorales, les enseignants-chercheurs, les jurys, notamment des années. Il y avait donc non seulement quant au principe, mais aussi quant aux modalités d'application de cet article, différentes difficultés. La deuxième disposition est relative à la fameuse caution qu'auraient dû verser les étudiants étrangers à leur arrivée, caution qui aurait été restituée à leur retour. Alors, cette caution, là aussi, sur son principe, a fait couler beaucoup d'encre, mais également, imaginons même que sur le principe, le Conseil constitutionnel n'y ait eu rien à redire, les difficultés portaient indubitablement sur les modalités éventuelles d'application. Imaginons une caution très élevée, évidemment ça posait des problèmes d'égalité entre les étudiants notamment, enfin des égalités sociales évidentes, mais aussi des inégalités géographiques et voire économiques. Imaginons un État pour lequel la monnaie tout d'un coup s'écroule, pensons à nos collègues argentins notamment, la possibilité même de faire des études peut varier d'une année à l'autre en fonction de cette caution qui aurait pu être élevée. Évidemment, les familles les plus pauvres, comme j'ai signalé, de toute façon, auraient pu être dissuadées par ce montant. Alors, donc cette disposition également posait des problèmes finalement qui traversent tous les articles, les 3 articles relatifs aux étudiants, un problème de suspicion. On suspecte l'étudiant qui vient en France de vouloir y rester. J'aurais envie de dire, restez. Si vous avez envie d'y rester, c'est que vous aviez peut-être, les étudiants ont peut-être de bonnes raisons, et c'est peut-être tant mieux pour le rayonnement de la France. Mais évidemment, c'est pas d'y rester légalement qui était suspecté, mais c'était de profiter, n'est-ce pas, du séjour en tant qu'étudiant pour éventuellement rester sur le territoire de façon illégale. Troisième disposition, elle est relative aux frais d'inscription.
Donc, comme certains le savent peut-être, depuis un décret quelques années, il y a 3-4 ans, il est possible dorénavant aux universités de prévoir des montants différenciés d'inscription pour les étudiants. Ce décret a été jugé légal par le Conseil d'État. Il avait fait aussi l'objet d'une QPC, en tout cas la loi qu'il a fondée avait fait l'objet d'une QPC, et le Conseil constitutionnel, à cette époque, avait rendu une décision qui avait fait couler beaucoup d'encre, au terme de laquelle il disait que le principe de gratuité qui vaut pour l'enseignement primaire et secondaire, eh bien, s'étendait également aux études au niveau supérieur, mais que ce principe de gratuité ne faisait pas obstacle à ce que des droits modiques, nous dit-il, eh bien, puissent être versés. Eh bien, ensuite, tout le problème est de savoir quel est l'échelle, n'est-ce pas, dans laquelle peut s'apprécier cette modicité de la contribution. Il n'en demeure pas moins qu'il est également prévu une possibilité d'exonération pour les présidents d'université, pour les universités, et le fait est, c'est que un certain nombre d'universités, dont l'université de Paris 10, enfin de Paris-Nanterre, pardon, eh bien, avaient décidé de ne pas appliquer ces montants différenciés et de faire jouer au maximum la possibilité d'exonération qu'elle peut faire jouer. Donc, toutes ces dispositions étaient contestables sur le fond pour, comme je l'ai dit, les problèmes d'atteinte au principe d'égalité qu'elle posait, et également, éventuellement, sur la question de l'autonomie des universités, dans l'appréciation du sérieux des études, et enfin, de façon peut-être plus subjective, mais j'y tiens beaucoup, sans doute aussi à un principe de fraternité, d'accueil des étudiants étrangers suspectés de venir en France pour y rester illégalement, notamment, ou de profiter de leurs études pour contourner les règles et les principes qui valent en matière d'entrée et de séjour en France. Alors, sur aucun des motifs que je viens de vous suggérer, cette loi, ces dispositions ont été censurées. Le Conseil constitutionnel, comme pour beaucoup d'autres dispositions qui ont été censurées dans la décision de jeudi dernier, eh bien, c'est fondé sur le caractère de cavalier législatif. Je pense que maintenant, plus personne n'ignore ce qu'est un cavalier législatif, c'est-à-dire le fait que ces dispositions ont été introduites par voie d'amendement lors des débats en première lecture, alors qu'elles n'avaient pas de lien, confirme le Conseil constitutionnel, avec le projet de loi initial. Donc, le Conseil constitutionnel, comme pour les autres dispositions, nous dit que ces dispositions sont inconstitutionnelles pour des motifs de procédure, mais que cela ne présage pas de leur constitutionnalité sur le fond. Donc, cela signifie bien qu'il serait possible que ces dispositions soient un jour réintroduites dans d'autres projets de loi. Alors, toutefois, il semble que cela ne soit pas d'actualité, puisque je pense que on peut dire de façon ici assez avec un certain contentement qu'une grande majorité de la communauté universitaire, enseignante, mais aussi de certains présidents d'université, mais encore la ministre, ont pris fait et cause pour, en tout cas contre ces dispositions, que, comme vous le savez sans doute, notre ministre avait remis sa démission à la suite de l'adoption de la loi. Finalement, le président de la République l'a refusée. Elle est restée
elle est restée en exercice, mais lors des vœux présentés jeudi dernier, au moment même où la décision venait d'être rendue, elle a réitéré toute sa vigilance contre les mesures qui étaient proposées. Donc, pour toutes ces raisons, même si il faut rester évidemment vigilant, on ose espérer que les dispositions prévues ne seront pas remises à l'ouvrage législatif avant quelque temps. Alors pour terminer, c'était la deuxième partie, j'essaierai d'être moins longue. Cette décision a, comme vous le savez, fait l'objet de différents types d'appréciations. Il est très difficile parmi les appréciations qui ont été faites, de dénouer ou de délier les biais politiques des appréciations techniques. En gros, et c'est souvent le cas pour la critique de gouvernement des juges qui peut être fait ici ou là à telle ou telle juridiction, cette critique, elle apprend souvent plus et davantage sur la personne qui la formule que sur l'activité des juges eux-mêmes. Lorsque l'on n'est pas content d'une décision du Conseil constitutionnel ou d'une autre juridiction, eh bien, on scande au gouvernement des juges. Ici, que se passe-t-il ? On peut avoir une appréciation de la décision en disant que finalement le Conseil constitutionnel a censuré en procédant à un service minimum. Il s'est, à part une exception, pas prononcé sur le fond, et l'exception encore se réfère au principe des droits de la défense. Il a censuré sur un fondement, le fondement des fameux cavaliers législatifs sur lesquels tous les spécialistes étaient d'accord, y compris même la majorité était d'accord également. Et elle espérait une censure de ce point de vue-là de façon assez iconoclaste. Donc, en un sens, le Conseil constitutionnel a été très fidèle en fait à sa position depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, dans lequel il essaie d'éviter finalement certains débats de fond lorsque cela lui est possible, en se rabattant sur des motifs d'annulation technique. Et c'est exactement ce qu'il a fait là avec ses références à l'article 45 de la Constitution et sa jurisprudence. Et pourtant, elle a mécontenté, alors elle mécontente, ceux qui estiment que les dispositions étaient justifiées, qu'elles avaient tout à fait leur place au sein des institutions, au sein de la loi, pardon, et que, en outre, personne, en tout cas tendance politique, qui, sur le fond, était d'accord avec les dispositions qui ont été censurées. Donc ça pose, selon moi, plusieurs problèmes que je ne me contenterai d'énumérer pour les soumettre au débat. La première, c'est que il est devenu difficile, en fait, dans un contexte politique très passionné, pour les juges de prendre des décisions. Même lorsqu'ils essayent de se réfugier derrière des arguments techniques, eh bien, ceux-ci sont récupérés par un type de critique. Cela est d'autant plus paradoxal, comme je l'ai souligné pour le Conseil constitutionnel, que finalement, toute sa jurisprudence depuis une vingtaine d'années est de montrer qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du législateur, et cela aux grand dames, à l'inverse, de ceux qui sont plutôt enclins à protéger les droits et libertés et qui ne se retrouvent pas dans la décision non plus du Conseil constitutionnel, parce que finalement, toute la question des droits et libertés auxquels pourraient porter atteinte les dispositions, eh bien, a été éludée par le Conseil constitutionnel. Donc, il y a ici une grande réflexion à avoir sur ce que l'on peut attendre d'une Cour constitutionnelle, ce que l'on peut attendre d'un Conseil constitutionnel sous la Ve République, débat qui, eh bien, s'il peut avoir lieu au sein des amphithéâtres, eh bien, est beaucoup moins été étendu au sein
on va dire du débat public, tout simplement parce que le Conseil constitutionnel n'a pas été jusqu'à présent une institution au centre de ces débats. Il a eu un regain d'intérêt avec l'introduction de la QPC, où certains ont découvert, certains citoyens ont découvert pratiquement le Conseil constitutionnel avec cette nouvelle procédure. Mais là, depuis quelques années, et surtout depuis cette dernière législature, le Conseil constitutionnel devient lui aussi un acteur de cette nouvelle configuration politique. Donc même si on peut être critique à l'égard de certaines décisions du Conseil constitutionnel, le problème sérieux aujourd'hui est que cette critique n'est plus une critique de certaines décisions qui peut mécontenter ceux qui attendraient un peu plus en matière de droits et libertés. Elle est une critique plus large de l'institution par ceux qui estiment que le Conseil constitutionnel finalement ne laisse pas assez de place aux législateurs pour s'exprimer. Le problème, c'est qu'on retrouve ici des formes d'attaque envers non plus les décisions, comme je l'ai dit, mais l'institution elle-même, qui s'engage dans un registre qui s'est beaucoup développé dans certaines démocraties libérales, dans un certain registre populiste, où les juges et les cours constitutionnels ont été critiqués pour leur activisme en matière de droits et libertés, alors que, si on transpose en France, par rapport à tout ce que je vous ai dit, je pense qu'on ne pouvait pas critiquer depuis ces dernières années le Conseil constitutionnel pour un tel activisme. Donc là, il y a matière à réflexion, matière à débat sur les critiques qui sont faites finalement, et sur les différents types de critiques qui peuvent être formulées à l'égard du contrôle de constitutionnalité, mais aussi une réflexion sur l'utilité qu'il peut avoir dans les institutions françaises, dans la Ve République, et dans le fait de garder éventuellement certains principes démocratiques et certains principes de l'état de droit. Je vous remercie pour votre patience et je vous dis à très bientôt.